s'intitule Voir, lier, faire vivre. Donc sans plus attendre, on peut les applaudir et je vous souhaite un bon spectacle. Je t'ai pris une petite bière de chez moi, Jim. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, parfait, vas-y, ramène. J'en ai une aussi. Ouais, pas de soucis. Donne-moi tes clés. On va regarder ce qu'il y a à la télé là. Livré en Chelles, bonjour, philosophe essayiste, dernier livre, Vengeance du Pangolin, aux éditions Robert Laffont. On est ici aujourd'hui pour discuter de la problématique actuelle de notre démocratie. Ouais, bon, moi je pense que déjà c'est important de ne pas tomber dans ce que j'appellerais l'UCD, autrement dit l'ultra-crépidarianisme. Ouais, donc en fait, moi je pense qu'il y a trop souvent des gens qui viennent parler à la télé de choses qu'ils ne connaissent pas. Et d'ailleurs, on voit bien en ce moment, par exemple, des gens qui adorent donner leur avis sur des choses, et ça sort totalement de leur champ de compétences, vous voyez. Mais vous, quelles sont vos compétences, monsieur Honchel? Oh, bah, là n'est pas la question, monsieur. Enfin, je veux dire, faites votre travail, posez les bonnes questions. Moi, je pense qu'actuellement, il y a un vrai manque de journalistes scientifiques dans les médias. Et en fait, les journalistes actuellement, globalement, ne comprennent pas comment le monde de la recherche fonctionne. Vous voyez. Et c'est normal, hein, s'ils n'ont jamais été formés, bah, ils peuvent pas parler de ce genre de choses. Mais après, qu'ils ne viennent pas parler à la télé de science. Hein. Et puis si on ajoute à ça une volonté de faire du sensationnel, eh ben, on ne s'en sort plus et on arrive à des articles qui sortent complètement, qui deviennent qu'une hypothèse, si vous voulez. Mais dans un souci d'ancrage, monsieur Honchel, pouvez-vous nous donner un exemple concret qui pourrait étayer cette problématique? Bah ouais, oui, bien sûr, il y a la crise du Covid, par exemple. Hein. Et bah tiens, moi je pense être l'exemple parfait pour parler de ce genre de choses, et je parle en connaissance de cause, vous savez, parce que j'ai eu un infarctus à l'âge de 28 ans, j'ai fait une nombreuse crise cardiaque, enfin bon, j'ai fait un AVC, enfin bon voilà, la mort je l'ai connue, et je l'ai fréquentée de manière très régulière, vous savez, et c'est pas pour autant que je suis mort du Covid, hein, le Covid je l'ai eu la semaine dernière. Donc faut arrêter les conneries de gel hydroalcoolique, de masques soi-disant à porter sur le nez. Ah mais c'est quoi la suite? On va nous mettre un couvre-feu le matin? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, si je peux me permettre, monsieur Honchel, vous n'êtes pas du tout le plus qualifié pour parler de ce genre de choses. Pardon? Ben, oui, monsieur Honchel, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas épidémiologiste, et vous n'avez encore reçu aucune formation qui pourrait justifier de tout ce dont vous me parlez depuis le début de cette interview. Bon, écoute Coco, si c'est pour me faire parler comme ça, moi je m'en vais de cette interview. Hein. Eh bien, je vous en prie, monsieur Honchel, ce plateau s'en portera beaucoup mieux. Vous voyez ce genre de personnes, hein? Ils viennent tous les soirs. Tous les soirs à la télé, ils viennent nous parler de choses qu'ils ne comprennent même pas. Il y en a marre, hein? Les chroniqueurs comme moi. Qu'est-ce qu'on dit aux gens dans la rue? Ils viennent nous voir, ils nous disent ouais, c'était qui encore celui-là ce week-end? On fait quoi? On passe pour qui après? Ben, je sais pas, la science, c'est une discipline qui requiert de la méthode, qui requiert un savoir, un minimum de rigueur. Et c'est pas au premier charlatan venu de venir nous parler de ce genre de choses. Désolé. Excusez-moi, je suis encore sous l'émotion. Je vais finir cette interview par une phrase de Étienne Klein, qui disait que le doute à voir de façon consubstantielle avec la recherche. Et si vous confondez la science et la recherche, alors l'idée vous vient de coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à ce raccourci, la science, c'est le doute. Merci, bonne soirée. Non mais c'est révoltant de voir ça à la télé quand même. Vous avez vu comment il a parlé? C'est dingue. Non mais c'est insupportable. Je pense qu'on devrait faire un truc qui marque là. Vous avez une idée ou pas là? Je sais pas. On pourrait le faire? Ouais, on appelle les autres. Ouais, vas-y, on fait. Vas-y. Wow. C'est bien. C'est un champion dans mon souvenir. Et les agents, t'inquiète pas.
Il fait noir, pas autant que dans tout noir, mais quand même. On va se faire chier. Bon. Quelqu'un peut allumer la lumière, là? Oui. Vous avez les téléphones ou pas là? Ah, yes, c'est bon. Ok, parfait. Waouh, bien, super grand. J'espère qu'on va pas rester toute la nuit. Parce que j'ai une évaluation d'histoire, moi, demain. Faut que j'apprenne toutes mes dates. Moi, j'ai un examen la semaine prochaine. J'ai plein de formules à apprendre. Filtre adapté, fil de Vine, code de Hoffman. C'est beaucoup trop compliqué. Mais vous savez quoi? J'ai une méthode pour vous aider à apprendre, un moyen mnémotechnique. Attendez, allez vous asseoir dans les gradins, je vais vous expliquer tout ça. En fait, il y a une méthode super simple en 3 points, la méthode voir, lier et faire vivre. Et c'est une méthode sur laquelle se basent tous les athlètes de la mémoire, parce qu'en fait, le cerveau il n'est pas fait pour apprendre des dates historiques, il n'est pas fait pour apprendre des formules de maths. Le cerveau il est fait pour apprendre des images. Bah, tenez, je vais mettre en application le principe. Il y en a pas un qui veut me donner un nom là peut-être pour que j'essaie. Si, j'ai. On va l'appeler Michel, et puis il s'appellera Michel Debucourt. Michel Debucourt? Ouais. Ok, Michel Debucourt. Michel Debucourt. Ouais, je pense que j'ai trouvé. Donc on va dire que il y a Michel, enfin quelqu'un qui vient dans la rue qui me dit qu'il s'appelle Michel Debucourt. Moi je veux retenir son nom dès le premier coup, j'ai pas envie de le demander dans 4 jours encore, comme d'habitude. Alors j'ai appliqué la méthode. On commence par le point voir. Il faut que je découpe son nom, son prénom, en des éléments que je connais déjà, en des mots que je connais, des situations que je connais. Par exemple, avec Michel Debucourt, on peut découper en 4 parties. Mich, elle, debut et court. On va dire que debut, c'est debout. Comme ça, c'est 4 mots qu'on connaît. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va créer une histoire après. Et donc, du coup, il faut lier les 4 mots qu'on vient de trouver avec Michel. Peut-être que Michel, il est grand, et que comme il est grand, c'est quelqu'un qui va courir vite, quoi. Et on va penser au mot courir dès qu'on le voit, et donc on va se souvenir des 3 autres mots. Et en fait, le troisième point, c'est le plus important, il faut faire vivre l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut créer une histoire avec ces 4 mots. Par exemple, avec Mich, donc une miche de pain, elle, une aile d'oiseau, et quelqu'un qui est debout et qui court. On pourrait faire, par exemple, une miche de pain qui vient d'être cuite sur le bord d'une fenêtre, là, qui est reposée, qui est là. Elle est toute chaude, elle fume encore. Et là, il y a un oiseau qui arrive du loin. Tiens, il y en a pas un qui vient faire l'oiseau. Il y a un oiseau qui arrive et qui prend la miche sous son aile. Hop, et il se barre avec. Et là, il y a le boulanger. Tiens, Michel, c'est le boulanger. Et il est dans la boulangerie debout. Et il va vouloir courir. Tiens, il y en a un qui vient faire le boulanger. Et il va vouloir chercher sa miche. C'est ça. Voilà. Il cherche sa miche de pain. Voilà. Et comme ça, avec cette histoire animée, vous allez pouvoir vous souvenir facilement de Michel Debucourt. Donc avec la méthode voir, lier et faire vivre, c'est votre nouveau super pouvoir à tous. Merci, Kylian. Pas de soucis. Je vais pouvoir retenir mes dates. Ouais. Merci Kylian. C'est génial. Grâce à toi, je suis sûr de réussir mon examen. C'est cool. Je voudrais ajouter quelque chose. Pour faire aimer les sciences, qui peuvent parfois paraître abruptes au premier abord, il faut les vulgariser. Il faut nous faire rêver. Il faut faire appel à notre imaginaire. Oui, c'est ça. Mais par exemple, on pourrait raconter une histoire. Tiens, on va parler... Parlons du photon. Le photon, qui caractérise la lumière, il faut faire appel à notre imaginaire, retourner en enfance pour nous faire aimer les sciences. Et quoi de mieux que les contes pour cela? Nous aimions les contes et nous aimions la science quand nous étions enfants. On va vous montrer. Je commence. Il était une fois un petit photon perdu dans le monde merveilleux des sciences. Cette pauvre petite chose n'avait pas une identité bien définie pour nous. Elle était à la fois particule et ombre. Oh. Notre photon était d'ailleurs très content de cette dualité car cela l'amusait beaucoup de rendre les scientifiques qui essayaient de l'étudier complètement confus. Un beau jour, ce photon décide de partir à la découverte du monde qui l'entoure. Mais pour ça, il doit d'abord apprendre à mieux se connaître. Il comprend alors qu'il est caractérisé par sa longueur d'onde, qui détermine notamment sa couleur, mais aussi par sa vitesse. D'ailleurs, il est tellement rapide que personne ne le rattrape dans le vide.
Et le plus étonnant, c'est que, bien qu'ayant une masse nulle, ce photon déborde d'énergie. Ouais. Fort de toutes ces découvertes sur lui-même, le photon décide de partir découvrir le monde de la mécanique quantique. Un monde étrange où il faut penser différemment. Il y découvre alors une âme sœur dans le pays de l'intrication. Et ils commencent tous les deux une relation fusionnelle. Et cela, malgré la distance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se voir pour que, quand l'un fait une action, l'autre en est instantanément informé. Et cela le fait changer d'état. C'est beau l'amour. Tu vas prendre un verre? Que faites-vous ici pendant le couvre-feu? C'est bon, on est dehors. Le gardien ne trouvera pas ici. Ça, t'en parles pas à papa et maman, s'il te plaît. T'inquiète pas, j'ai pas envie de voir plus d'étoiles. Oh, putain. D'ailleurs, il y en a combien? De quoi? Des étoiles. Alors, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y en a plus de 234, c'est ça, 234 milliards. 234 milliards? Oui, et ça, c'est que dans notre galaxie. Et il y a plus de 2000 milliards de galaxies, tu te rends compte? Mais c'est énorme. Et ça veut dire que tous les points blancs que je vois là, ce sont des étoiles? Pour la plupart, oui, mais tu as aussi d'autres objets célestes, comme des planètes, des satellites et d'autres galaxies. Déjà. Et moi, comment je fais pour savoir si c'est une étoile ou si c'est une planète? Alors, tu dois regarder si les points scintillent ou non. Parce que les étoiles, ce sont des points plus ou moins brillants, mais qui scintillent. Alors que si tu veux chercher une planète, tu dois trouver un point très brillant, mais qui ne scintille jamais. Attends, je vais essayer d'en trouver une là. Là ou... Non, ça scintille. Là, regarde là, ça. C'est un point qui brille beaucoup, mais ça scintille pas. Et c'est un peu coloré aussi. C'est quoi? Bah, franchement, bien joué, parce que c'est Mars. On la reconnaît à sa couleur un peu rougeâtre, comme ça. J'ai vu Mars. Ça, les étoiles sont caractérisées par leur couleur. En effet, les étoiles les plus chaudes ont une teinte un peu bleutée, et les plus froides, c'est plutôt rougeâtre, orangé. C'est froid comment? Comme dans le frigo? Pas exactement. Les étoiles les plus froides ont une température d'environ 3000 degrés, mais tu sais, ça peut monter jusqu'à plus de 20 000 degrés pour les étoiles les plus chaudes. Mais c'est super chaud. Ouais, si tu mets ta glace dedans, elle va pas durer très longtemps. Je vais pas en profiter beaucoup. Et comment moi je fais pour mieux la voir? Parce que c'est tout petit là, je vois rien. Alors si tu veux mieux voir leur couleur, tu peux utiliser une paire de jumelles. Mais pour mieux voir les détails et leur forme et leur contour, tout ça, tu peux utiliser un télescope ou une lunette astronomique. Tiens, regarde, j'ai compris. Rouge, red. Voilà, c'est bon, regarde. Tu vois? C'est trop bien, je vois Mars. Et il y a des télescopes gigantesques comme ça, aussi bien sur Terre que dans l'espace. Et comment ça marche ça, un télescope? Alors c'est un peu compliqué, ça fonctionne par un système de miroirs et de lentilles. C'est-à-dire que les miroirs vont refléter la lumière qui vient du ciel pour la faire passer à travers des lentilles qui la font converger jusqu'à ton œil. Et tu vois des images agrandies. C'est super impressionnant, mais j'ai rien compris. Enfin, tu sais quoi Elsa? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait beaucoup réfléchir. Et quand je serai grande, je vais être astrologue. On dit astronome. Tiens, tu dois être fatigué, on va rentrer à la maison. Tu sais quoi, Titon? On est déjà marre. Moi, théâtre, planète, neutron, photon, je sais pas quoi, là. Ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Alors moi, tu sais, je vous regarde, mais je me suis pris quand même un peu de distraction. Ce soir, j'ai un shiny à capturer. Marie-Hélène,
Quand tu nous vois, chacun parler de la science, être intéressé, ça te donne pas un peu envie? T'as pas cette petite étincelle qui surgit et qui te dit que toi aussi t'auras envie de parler de science? Non? Faudrait que je trouve un truc pour te faire rentrer dedans, apprécier les sciences. Tu sais, à la base de toute la découverte, il y a d'abord l'interrogation, l'étonnement, lorsqu'on s'aperçoit que les choses s'emboîtent parfaitement et qu'elles fonctionnent comme elles fonctionnent. Mais une fois que le cerveau a digéré ces informations, l'important c'est de les retransmettre, les partager au plus de monde possible. Il faut tout donner pour éveiller la curiosité des autres. Donne tout ce que t'as. En fait, il faut rendre les choses simples. Mais attention, pas plus simples qu'elles ne le sont déjà. Faut pas dévaloriser ton interlocuteur. Je dirais plutôt qu'il faut lui faire vivre une expérience. Raconte-lui une histoire. Tiens, par exemple, raconte-lui l'histoire de ces deux-là, qui s'aiment et ne s'aiment pas à la fois. L'histoire d'Heisenberg qui ne peut cesser de se mouvoir sous peine de disparaître. Ou encore l'histoire de cette onde qui ne rêve d'être qu'une particule. Tu vois, ça prend. Mime Dieu qui joue au dé, envoie des messages cryptés. Montre-lui la lumière, sa discrétion, interroge la matière. Montre-lui ses champs tout autour de lui. Et dis-lui que c'est la seule vérité qu'il ne verra jamais de sa vie. Et surtout, fais-lui utiliser ses sens. Fais-lui ressentir chaque vibration. Fais-lui entendre la mélodie du Lorelai de Maxwell. Fais-lui goûter des guimauves cuites à l'azote liquide. Fais-lui voir des photons. Éblouis-le. Il doit vivre la physique. L'objectif, c'est de lui montrer tous ces atomes et de les compter un par un avec lui. Compte les atomes jusqu'à connaître tout ton univers. À chaque seconde, ta connaissance s'intensifie. Ta vision s'éclaircit. Tu vois, tu les vois maintenant, ces atomes. Il y en a partout. Ouais. Partout. Il y en a trop. J'y arrive pas. Trop. Partout. Mais attends. Toi aussi. Ouais. Toi aussi. Plein d'atomes. Partout. Mais attends. Moi aussi. C'est vrai que ça marche. Partout. Mais ah, c'est incroyable. Waouh. Ah. Dis-toi. Ouais. Je vois la lumière. Oula. Doucement. La lumière. Elle m'anime. Merci. Merci. Ah. Merci. 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 Ah. Je me sens bien. Ça marchait, mais bien un peu trop. Ah. 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 Je me sens libérée. Mes amis. Oui, mes amis. J'ai fait un voyage incroyable, magnifique, extraordinaire. À la fois bref et intense, comme un laser, un flash, une attoseconde, magnifique. Et au cours de ce voyage, j'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses incroyables. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fortement réfléchi. Et je me suis dit, j'ai pensé des tas de choses et je veux vous les partager. Je me suis dit qu'au fond, qu'est-ce qui fonde notre réalité? Généralement, elle est guidée par nos expériences, nos connaissances, nos croyances. Et celles-ci peuvent évoluer au gré des découvertes que nous faisons tous les jours, comme celles que j'ai faites grâce à toi, Titon, ou grâce à des rencontres qui nous auront marqués.
comme un scientifique. On cherche tous à comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous façonne. Et parfois, on réfléchit à des choses qui seront réfutées par une expérience que nous aurions vécue ou par une discussion que nous aurions partagée tous ensemble. Et de cette manière, oui, de cette manière, notre façon de penser, nos idées évoluent au cours du temps. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on ne trouve pas la réponse à l'une de nos interrogations? C'est une question épineuse, pas facile. Je sais, oui, je sais. C'est à ce moment-là que les scientifiques entrent en scène. Oui, c'est ça. Ils dédient leur travail. Ils dédient leur vie entière à vérifier et à imaginer tout ce qui peut bouleverser leur conception, notre conception même de la réalité. Toutes ces questions existentielles dont on ne trouve pas les réponses, ils en ont fait un métier, une vocation. On pourrait même dire d'ailleurs que leur credo c'est « Pourquoi ? Comment ? Dans quel but ?» Mais le plus beau dans toute cette histoire, c'est que leur principal objectif, ce n'est pas tellement cette recherche de la beauté, c'est surtout de partager avec vous tous, tout ce qu'ils ont appris, afin que vous, oui vous puissiez profiter de ce savoir pour comprendre votre univers, notre univers, et que malgré toutes vos croyances, vos préjugés, toutes ces chaînes qui vous entravent, vous soyez libérés de ces a priori par la lumière, par la beauté de cette science. Alors, rejoignez-moi dans la lumière, rejoignez-moi et surtout, profitez de cette liberté qu'on vous propose. Vous verrez, vous vous sentirez léger, bien, libéré, léger, comme... Moi aussi la lumière. Toi aussi, tu Wow. la ressens. Je suis lié à la lumière, me fait aussi vivre. Toi aussi. Waouh. Alors, rejoins-moi. Je te rejoins. Tu seras libéré dans la lumière. Parlons bien, parlons peu, et surtout, parlons trou noir. Les étoiles sont constituées d'une quantité limitée de gaz et en consomment jusqu'à épuisement, jusqu'à la fin de leur vie céleste. Un destin unique les attend alors. Une histoire dépendante de la nature des étoiles elles-mêmes, et plus précisément de leur masse initiale. Leur cœur va alors se contracter, se raidir, et les plus petites d'entre elles deviendront des boules de cristal de carbone que l'on appelle communément naines blanches. Les plus massives, en revanche, vont subir une telle contraction sous l'effet de leur propre force gravitationnelle que rien n'échappera à leur attraction. Un satellite, un astéroïde, et même la lumière sera engloutie par cette étoile devenue trou noir dès que ces objets auront dépassé une certaine limite dans l'espace-temps, appelée horizon des événements. Le trou noir est une cascade infinie
dans laquelle tout corps aspiré y demeurera et disparaîtra dans son mystère. Il est sombre, déroutant, effrayant, autant d'adjectifs que la science a posés sur un sujet qu'elle ne maîtrisait pas. J'ai un secret pour vous. Un trou noir n'est pas aussi obscur qu'il en a l'air. En effet, une étude quantique sur les trous noirs les plus petits a démontré qu'un rayonnement dit de Hawking pouvait s'en échapper. De Hawking? Oui, de Hawking. C'est dangereux? Je sais pas, je l'ai jamais vu. D'ailleurs, Tadek, cette théorie stupéfiante mais rigoureuse est impossible à observer. Là réside la singularité de la physique, ce qui la rend fascinante, mais incertaine. La recherche est toujours ouverte. Venez trouver avec moi. Tu vois, Pierre, quand je t'entends parler là, je suis fière de toi. Tu as trouvé ta lumière. Dans un trou noir. Mais c'est comme ça, c'est très bien. Tu as vu la beauté de la physique. Et moi, quand j'entends ça, je me dis qu'on peut être très optimiste pour la suite. Oui, très optimiste. Tu restes optimiste, toi? Oui. Optimiste, optimiste. Ah. J'aimerais bien vivre dans un monde où je peux m'intéresser à ces sciences-là. Ça vous rend pas ouf, vous, d'étudier des choses sur lesquelles on ne pourra même pas travailler plus tard? Ça me saoule. J'en ai marre. Ça me saoule trop. Je suis fatiguée. Ça me saoule. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça me saoule. Ça me saoule. J'en ai marre. Ça me saoule, putain. Ça me saoule. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du monde? Oui, vous, les jeunes, à qui on ne s'adresse que pour ordonner, critiquer. Vous qui êtes constamment mis de côté. Vous en avez des idées, non? Vous êtes conscient du monde. Vous en avez conscience qu'il court à la catastrophe. Vous avez conscience que notre avenir ne ressemblera pas à celui de nos parents. Vous avez conscience qu'on n'a plus que deux possibilités. Changer et s'adapter pour vivre plus durablement ou subir avec force et fracas les conséquences de l'aveuglement de nos sociétés. Cet avenir désirable s'éloigne au fur et à mesure que notre société fait l'autruche, la tête dans le sol remplie de pesticides et le cul dans l'air chargé en particules fines. Alors oui, il ne reste plus que votre rage et votre instinct de survie. Notre rêve de révolution n'est certes pas nouveau, mais cette fois, votre argent ne nous fera plus taire. Votre vie et toutes celles des autres êtres vivants sur cette planète en dépendent. Alors oui, vous luttez et vous lutterez jusqu'au changement. On n'a pas d'autre solution. Notre alimentation, notre consommation doit changer. Notre mode de vie aujourd'hui n'est plus viable. L'énergie est au cœur de ce problème. Oh, les filles. Levez-vous un petit peu là. Je trouve que vous êtes hyper pessimiste sur nous, là, sur notre avenir. Mais enfin, c'est aussi le rôle un peu de la vulgarisation scientifique de donner aux gens les clés pour comprendre ce que les sciences tentent d'expliquer tous les jours. Allez vous asseoir, je vais vous raconter un peu. Ce qu'on peut croire, c'est qu'au début, la vulgarisation scientifique, c'est seulement un truc pour dire sur un plateau télé, arriver avec son titre de scientifique et en disant « Oui, moi je sais que… » C'est pas du tout ça la vulgarisation scientifique, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est justement d'éduquer un peu, de donner des clés à la plupart de la population pour comprendre justement les phénomènes scientifiques, les faits scientifiques qui nous permettent d'expliquer, par exemple, je vais donner l'exemple du réchauffement climatique. Au début, tout le monde donnait un peu de son avis, de sa théorie, en disant oui, moi je pense que c'est à cause de ci, que en fait le réchauffement climatique n'existe pas, par exemple. C'est au fil du temps et de la vulgarisation scientifique et de l'arrivée des scientifiques sur les plateaux télé, etc., pour montrer les faits réels du réchauffement climatique. Et justement, faire éveiller les consciences sur le fait que oui, nous devons effectivement changer nos méthodes de consommation de l'énergie, comment on se nourrit, etc. Ça passe du coup par les scientifiques. Et les scientifiques qui jouent un rôle de célébrité parfois, et ce rôle, ça leur permet justement de toucher encore plus de monde. Et par exemple, je vais vous parler de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui est bien connu et qui s'adresse souvent aux jeunes justement pour éveiller les consciences. D'ailleurs, ne bougez pas, je vais le chercher.
actuellement en apesanteur. C'est pour ça que je me déplace assez bizarrement et assez maladroitement. Et là, je suis actuellement du coup en apesanteur dans l'ISS, pour lequel je vais rester pendant quelques mois afin de réaliser des études scientifiques, etc. Mais là actuellement, du coup, je peux voir à travers le hublot de l'ISS, je peux voir notre belle planète, c'est cette belle planète bleue sur laquelle on vit, sur laquelle vous vivez aussi. Et j'aimerais vous faire remarquer que c'est quelque chose, c'est un cadeau du ciel qui nous a été offert et qu'il faut le préserver. Préserver ce bijou qui nous a été donné. Et là, par exemple, je vois exactement, je suis en train de survoler l'Amérique du Sud. Ce joli continent est assez verdoyant, vous savez, à côté de l'Amazonie, mais là, je peux voir ces petits points marrons, ces petits points marronâtres qui correspondent à la déforestation, vous savez, qui est en cours en ce moment, justement au Brésil. Et je suis attristé en tout cas de voir ça. Il faut que l'on puisse conserver la beauté de notre planète comme elle est. Et je veux vous montrer que parfois, il faut faire confiance aux scientifiques. Faites confiance aux scientifiques qui voient, qui ont les faits et qui peuvent vous informer justement sur notre monde. Faites confiance à la science. Et regardez qui voit l'âge. C'est le professeur Emmett Brown avec moi dans l'ISS. Bonjour, je suis Pierre Emmett Brown, scientifique. Et moi, je ne vais pas vous parler de vulgarisation, parce que la science, ça ne doit pas être vulgaire. La science est partout, autour de nous. Regardez, vous n'êtes qu'un gros tas de particules qui s'astiquent les unes contre les autres. Et tout ça, c'est autour de nous, et on ne s'en rend même plus compte. C'est dramatique. Regardez-vous dans un miroir, vous verrez tous ces atomes farfelus qui se dandinent, qui frétillent sans relâche. Cette grosse masse de gluons tendancieuses qui vous constitue n'est que science. Alors comment oser détourner le regard, ne serait-ce qu'une seule seconde, de ce monde merveilleux qui nous entoure? Toutes ces équations granuleuses, qui régissent nos moindres pensées, nos frénésies, nos moindres mouvements. Comment ne pas embrasser du bout des lèvres ces tenseurs croustillants, ces hamiltoniens moelleux, tous ces opérateurs qui définissent ensemble. Oula, la grande matrice cosmique de la vie. Toute cette science autour de nous. À chaque fois que j'en parle, ça me fait des frissons. Mes petites molécules de ventre se nouent entre elles, telles des papillons, doux sommet de printemps. Il y a la police! J'ai pas la police arrive! Faut partir! Non, vous, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de se cacher. Il suffit d'éteindre la lumière. C'était de bien beaux discours. C'est dommage qu'on ne les ait pas écrits. Oh, mais ça va, je crois qu'on a été filmé. On remercie la prof. Faites-moi un cadeau, vous pouvez pas me faire la pose de fin, que je prenne une photo quand vous êtes, avant que le gardien arrive, vous êtes tous par terre. C'est possible. Non, quand le gardien arrive et il y a Emmett Brown qui est par terre. Ça ne va pas. Ramassez-vous un peu, Elsa, rentre dans le champ. Elsa et victoire. Yes, ok. C'est incroyable.
incroyable. Genre, vraiment. Je voudrais dire un grand merci à Nathalie Westbrook et à toute l'équipe de l'IOGS. Voilà, de permettre cet échange entre l'art et la science. Merci aux étudiants des différentes associations qui nous ont donné un coup de main et ont permis la captation de ce moment pour faire partager à ceux qui n'ont pas pu venir. De toute façon, c'était une jauge réduite. Comme vous avez vu, on a respecté au maximum les règles sanitaires et les étudiants étaient libres de garder ou non le masque pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, d'où cette mixité. De toute façon, on a travaillé dans cet esprit de respect. Voilà, je voudrais remercier Anne Rouget qui m'a demandé de la remplacer sur ce projet, elle qui a participé, qui a animé les ateliers d'écriture. Et voilà, elle est actuellement en répétition. Donc, tant mieux pour elle, ça c'est formidable que les répétitions puissent continuer. On a hâte que les théâtres ouvrent, évidemment. Et j'enlève mon masque. Juste un dernier mot pour vous dire que ces moments, ils sont précieux d'échange. Donc vraiment encore merci que l'équipe pédagogique prévoit ces échanges et que le mélange de l'art et de la science, des pensées, des émotions, tout ce qui fait circuler nos mondes, pour moi, c'est une conviction, un plaisir, et c'est comme ça qu'on pourra peut-être changer un peu la société. Donc voilà, c'est un mot pour résumer tout ce qui nous a rassemblés dans ce travail. Merci beaucoup.